va très bien. Les débuts d'Insta sont toujours, enfin, les lives sont toujours un peu perturbants, je trouve. Hein. Euh, Ouais. du coup, alors, donc c'est ce live au fait est sur le sujet des déséquilibres hormonaux sur la femme, mais bien sûr, si vous êtes un homme et que vous le regardez, il n'y a aucun problème de vous poser des questions. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, surtout au cours du live ou même maintenant, si vous avez une question auquel vous voulez vraiment nous partager, donc n'hésitez pas à le mettre soit dans la petite barre de chat ou la barre de messages spécialisés sur ça. En attendant, donc Alexandra, elle est naturopathe. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas? En mode CV ou en mode Alors, on va commencer par la version courte. Donc, comme tu le disais en introduction, effectivement, donc déjà bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité sur ton live, Kelly, et je suis très contente en tout cas de te retrouver puisque on s'est déjà vu, on a déjà fait quelque chose ensemble précédemment, qui sortira bientôt. Alors pour me présenter, j'exerce en tant que naturopathe, j'ai 32 ans. Suite à une reconversion professionnelle faite il y a quelques années. Et comme tu le disais, alors je rectifie un petit peu, je ne suis pas spécialisée en déséquilibre hormonaux. Par contre, je suis spécialisée en santé féminine et tout particulièrement le cycle naturel et les troubles du cycle, comme par exemple l'aménorrhée ou encore d'autres types de pathologies du cycle. Donc forcément, ça implique les déséquilibres hormonaux, mais je ne suis pas une experte pointue sur tous les déséquilibres hormonaux. Voilà, donc juste pour... D'accord. En effet, c'est bien de l'avoir éclairci parce que pour moi, en effet, j'avais fait un raccourci entre les deux parce que du coup, par exemple, sur les déséquilibres hormonaux de la ménopause, etc., c'est vrai que c'est autre chose que lorsqu'on est jeune femme adulte ou même quand on est adolescent. Voilà, on a chacun notre moment et on peut avoir d'autres déséquilibres hormonaux aussi liés à des fibromes ou à des choses, au cancer de l'utérus, enfin, Exactement. Moi, plein de choses. Donc, je touche pas encore tout. Par contre, j'ai pour vocation de devenir experte dans plusieurs de ces domaines-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, la ménopause, c'est quelque chose que j'accompagne et que je connais, mais je ne peux pas me dire experte non plus. Voilà. Je d'accord. préfère être, Ok. voilà. Ok, bah super, très bien de l'avoir signalé. Du coup, donc justement, pourquoi tu t'es spécialisée et enfin voilà, comme toute naturopathe, on a eu notre propre parcours. Du coup, quel était le tien? Alors, au tout début, quand j'ai commencé à exercer en tant que naturopathe, j'étais plutôt sur de la naturopathie en sens général, disons du terme, et particulièrement un peu plus sur la santé digestive. Et au fur et à mesure de mes consultations, de mon expérience, je me suis rendu compte que j'attirais naturellement à moi des personnes qui avaient un parcours et une histoire un petit peu similaire, comme une sorte d'aimant en fait. Et du coup, ça m'a pas mal questionné et du coup, ça m'a aussi permis à moi de cheminer d'un point de vue personnel. Donc, c'est très, très intéressant et je me suis rendu compte que j'adorais d'autant plus accompagner ce type de personnes avec des problématiques donc de santé féminine ou de cycle menstruel. Euh, donc c'est comme ça que je me suis petit à petit vraiment intéressée et on va dire euh, intéressée et nichée en fait dans ce type d'accompagnement parce que c'est là où je prends le plus de plaisir et parce que je me suis rendu compte que j'avais donc une histoire moi personnelle que je vais rapidement raconter, quelque chose qui moi m'a beaucoup pesé pendant très très longtemps, qui a été aussi beaucoup tabou vis-à-vis de mon environnement personnel et professionnel, mais vis-à-vis de moi-même aussi en fait je me le cachais et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais faire de cette expérience, de cette histoire un petit peu lourde, finalement une force pour mon présent et pour pouvoir accompagner et aider ces femmes qui subissent aussi des troubles du cycle, des pathologies du cycle, ou qui ont cette volonté de renouer avec un cycle naturel. Donc en fait, moi, mon cheminement, c'est que depuis ma plus tendre enfance, presque pas depuis ma ménarche, mais quelques petites années après, j'ai très rapidement perdu mon cycle. Donc j'ai très rapidement en fait été sujette à un épisode d'aménorrhée, donc absence de menstruation, qui a duré et qui a commencé à m'inquiéter, inquiéter aussi ma maman.
Et donc du coup, j'ai très rapidement finalement pris la pilule contraceptive dans le but primaire finalement de me rassurer pour me faire saigner. Parce que à l'époque, ni moi ni ma maman ne savions vraiment comment fonctionne une pilule contraceptive et que finalement les saignements que l'on a ne sont pas des saignements normaux, disons physiologiques, ne sont pas des menstruations. Mais peu importe, moi à l'époque, ce que je recherchais, c'est être rassurée, disons. Donc j'ai pris la pilule contraceptive pendant plein d'années, plus de 10 ans, et au fur et à mesure de mon histoire de vie, et bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça prendrait trop de temps, j'ai décidé d'arrêter la pilule contraceptive. Donc c'était une autre expérience dans ma vie en tant que femme, d'arrêter cette contraception hormonale. Donc j'ai vécu l'arrêt de la contraception hormonale et ensuite à cet arrêt-là et plusieurs années après, je me suis rendu compte que je ne retrouvais pas mon cycle en fait, comme je l'avais perdu il y a plus de 10 ans auparavant. Et donc je me suis rendu compte que je souffrais réellement encore d'aménorrhée et peut-être que cette aménorrhée-là n'avait jamais cessé. En fait, il avait juste été masqué par la prise d'hormones de synthèse. Et donc, je suis passée par pas mal de choses, pas mal de phases, pas mal d'émotions, du déni, etc., de la révolte, du déni, de la colère, de la peur, etc., jusqu'au jour où j'ai voulu vraiment agir. Et je suis partie à la reconquête de mon cycle après l'étape d'arrêt de pilule, vraiment la reconquête de mes menstruations, de mon ovulation. Et aujourd'hui, c'est chose faite, donc j'en suis très contente. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir donner tout mon pouvoir, partager toutes mes forces, tout ce que je peux acquérir comme connaissance de mon histoire, de ce que j'acquiers aussi aujourd'hui en tant que naturopathe et de mes expériences au service d'autres femmes. Voilà. D'accord. Et est-ce que l'acné fait partie de tes problèmes d'hormones justement ou pas spécialement? C'est pas quelque chose dont tu as... J'ai pas entendu le début. Est-ce que tu as souffert de l'acné parmi ton parcours? Alors, de ce que je me souviens, j'ai souffert d'acné. Je veux dire que j'ai souffert d'acné parce que j'ai pas de souvenir d'avoir eu des douleurs de type émotionnel ni physique au sujet de l'acné. J'ai eu des boutons d'acné et d'acné un peu plus intense quand j'étais adolescente. Mais de mémoire, j'ai jamais eu des épisodes qui m'ont vraiment complexée. Moi, mon plus gros complexe a plutôt été le fait d'avoir pas avoir de cycle ou d'avoir même des formes plutôt avoir peu de formes aussi dues à cette absence de cycle, mais pas vraiment l'acné au final. J'en ai eu, mais j'en ai pas souffert, voilà. D'accord. Et justement, donc par rapport au parcours que tu viens de nous expliquer, comment as-tu traversé tout ça, que ce soit autant moralement qu'au fait physiquement? Comment j'ai traversé tout ça? En fait, pendant toutes mes années de prise de pilule, finalement, j'étais complètement dans la méconnaissance, donc de l'inconscience totale de mon aménorrhée. Je ne le savais absolument pas. Je n'étais même pas, je n'avais absolument pas conscience. C'est juste qu'au fur et à mesure des années, j'ai commencé même sous pilule à perdre ces saignements de privation qui ne sont pas des menstruations. Et du coup là, ça commençait un petit peu à m'alarmer en fait. Je me dis c'est bizarre, même sous pilule en fait, même les hormones de synthèse ne font rien. Enfin, je sais pas, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement, donc je commençais vraiment à me dire mais il y a vraiment un truc qui cloche en moi, donc un petit peu de crainte et en même temps c'était pas ma prio quoi. J'avais d'autres choses à faire dans ma vie et donc il y avait un mélange de crainte et de déni. Donc je suis passée par de l'inconscience, de la méconnaissance, être un petit peu alertée mais sans vouloir vraiment mettre en place des choses. Ensuite, j'ai arrêté la pilule, donc là j'étais plutôt concentrée sur l'arrêt de pilule et puis dans l'espoir que mon corps en fait refonctionne normalement parce que je me disais, c'est aussi l'arrêt de pilule aussi qui fait que mon corps il est un peu chamboulé et que c'est normal aussi que tout ne fonctionne pas normalement. Sauf que passé plusieurs mois et même plusieurs années, là j'ai commencé tranquillement à vraiment m'alerter, sachant que pendant une grande phase de ma vie, cette absence de règles était plutôt vécue de manière très bénéfique de mon côté. Ça veut dire que je me disais, je suis tranquille. Je subis pas de saignement tous les mois, je suis pas embêtée pour aller faire du sport, j'ai pas de douleur comme tout le monde dit parce que quand on s'intéresse pas au cycle, a priori avoir des douleurs pendant son cycle c'est quelque chose de normal. Donc
Ce n'est pas le cas, je préfère le dire, mais moi, c'est une image que j'avais pendant très longtemps. Donc, de ne pas avoir de cycle, de ne pas avoir de menstruation, pour moi, c'était je passe à côté de ces douleurs, tranquille. Je vais pouvoir, et puis tant que je veux pas d'enfant, je suis tranquille. Et c'est aussi le discours qu'ont tenu beaucoup de médecins, parce que finalement, au fur et à mesure de ma vie, j'ai voulu comprendre. Donc, j'ai essayé de comprendre, de chercher. Forcément, je peux faire ça toute seule. Donc, je suis allée voir des gynécologues, je suis allée voir des médecins. Mais qui m'ont fait faire des examens, ok, mais sinon, à part ça, à part des examens où ils savaient pas trop ce que j'avais, ils éliminaient juste des pistes, en fait, graves, disons, de dysfonctionnement organique, des choses comme ça. Mais après, c'est très vite allé sur l'hypothèse de l'aménorrhée hypothalamique. Donc, quand un médecin et un gynéco te dit, vous souffrez d'aménorrhée hypothalamique, a priori, il n'y a rien à faire, tout vient de vous, en fait, madame, ça vient de vous, rien à faire. Et si vous voulez être enceinte, revenez nous voir et puis on vous donnera quelque chose, en fait, une pilule, un truc pour ovuler, voilà. Mais tant que vous voulez pas être enceinte, restez comme ça, quoi. Sauf que ça, en fait, moi, on m'a jamais dit que souffrir d'aménorrhée, ça avait pouvoir avoir des impacts sur la santé derrière, parce que qui dit aménorrhée, en tout cas aménorrhée anovulatoire, donc sans ovulation, dit potentiellement plein de répercussions sur cette carence en oestrogène, etc. Et ça, on ne me l'a jamais expliqué. Donc, je suis restée très longtemps dans le je suis tranquille, de toute façon, j'ai pas envie d'enfant, et puis pas avoir mes règles, c'est pas très grave, mange toi, c'est pas très grave. Et puis, au fur et à mesure aussi de mon expérience professionnelle, à accompagner des femmes, ou même des personnes, des hommes aussi en naturopathie, à m'ouvrir beaucoup aussi à l'Ayurveda, parce que comme je me suis formée à l'enseignement du yoga, je me suis aussi beaucoup intéressée à cette médecine traditionnelle indienne. Et j'ai commencé à prendre conscience que de ne pas avoir un cycle menstruel physiologique normal, ce n'était pas un signe de bonne santé. Et c'est quand j'ai vraiment intégré ça que là, je suis passée dans le côté, sur le côté plutôt, j'ai un peu peur parce que finalement, je suis pas en bonne santé. Et après, dans l'action. Et donc là, j'ai arrêté de me dire, j'ai arrêté d'être passive et je suis vraiment passée dans l'action et j'ai mis en place des choses et voilà. Un peu comme toutes les différentes phases. Ok. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot aménorrhée hypothalamique. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les différentes aménorrhées possibles et justement qu'est-ce que ça veut dire au fait pour des personnes au fait qui nous écoutent actuellement et qui n'ont pas spécialement de règles aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut leur interpréter? Ok. Alors, il existe plein de types d'aménorrhées parce que en fait, l'aménorrhée peut être causée par plusieurs choses. Disons qu'on peut commencer par parler de deux grandes catégories d'aménorrhée. L'aménorrhée primaire, qui est l'aménorrhée, ça veut dire, en gros, c'est une femme qui n'a jamais eu de cycle et donc qui est dans cette phase, elle a plus de 15 ans potentiellement et elle n'a jamais connu de cycle. Ça, c'est l'aménorrhée primaire. Ensuite, l'aménorrhée secondaire, c'est une femme qui a déjà eu sa ménarche, qui a déjà eu des cycles et qui les a perdus, qui a eu cette absence de menstruation pendant au moins 6 mois ou équivalent à 3 cycles. Ensuite, les différentes causes, elles peuvent venir par exemple, alors moi, si je commence par l'aménorrhée hypothalamique, voilà, d'abord, l'aménorrhée, elle peut être aussi normale et physiologique. État de grossesse, on n'a pas de menstruation, ça c'est une aménorrhée dite physiologique et normale. Quant aussi en période de lactation, l'allaitement, c'est normal aussi d'être en période d'aménorrhée. Donc si vous êtes en train par exemple, vous nous écoutez, vous êtes en train d'allaiter votre enfant, c'est aussi normal que vous n'ayez pas encore votre retour de couche. Ça dépend aussi de la régularité de la tétée, etc. Parce qu'on a une hormone qui s'appelle la prolactine, qui est l'hormone de lactation, qui vient justement court-circuiter le cycle et faire comprendre au corps que on est occupé à faire autre chose, donc c'est pas le moment de remettre la reproduction en fait en marche. Donc je dis ça parce que finalement cette hormone prolactine par exemple peut rentrer en cause dans une aménorrhée dite pathologique quand une femme peut avoir justement ce qu'on appelle une hyperprolactinémie, donc un excès de prolactine pour une raison diverse, comme par exemple une tumeur bénigne ou maligne, mais une tumeur au niveau de l'hypophyse, ou même ça peut être moins grave que ça, mais il y a des femmes qui peuvent très bien
sécréter des taux trop importants de prolactine qui court-circuitent le cycle et qui empêchent d'avoir une ovulation. Et donc, derrière, des menstruations. Parce que rappelons-le, là, on parle de menstruation, mais ce qui est important, c'est de se dire si on n'a pas de menstruation, c'est que derrière, il y a un souci d'ovulation. Voilà. Donc, il faut toujours essayer de se ramener, essayer de comprendre par rapport à l'ovulation. Donc ça, par exemple, l'excès de prolactine peut être une cause. Ensuite, on peut avoir des dysfonctionnements organiques, ovariens par exemple, qui entraînent des déséquilibres hormonaux, donc une absence de règles. On peut aussi avoir l'aménorrhée hypothalamique, pour le coup, pour finir sur celle-ci. Moi, par exemple, j'ai fait des échographies pelviennes, etc. Rien n'était anormal en termes d'organes. J'ai également fait des IRM au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc, c'est vraiment le cerveau qui engendre la cascade hormonale d'abord, pour voir si j'avais pas non plus de tumeur, de dysfonctionnement au niveau du cerveau. Et quand ça a été réalisé, et j'ai fait aussi des bilans sanguins qui montraient qu'il y avait des taux assez bas de FSH, LH, etc., des hormones sexuelles, quoi. Et bien en fait, la conclusion a été que ça fonctionnait très bien en bas. En tout cas, il n'y avait pas de dysfonctionnement organique en bas, il n'y avait pas de dysfonctionnement organique en haut. Donc, c'est certainement l'autoroute entre le cerveau et les ovaires qui ne fonctionnait pas très très bien. Et donc, là, on dit souvent qu'il y a un blocage du cerveau, d'où aménorrhée hypothalamique, c'est-à-dire blocage de l'hypothalamus, qui n'envoie pas en fait la première hormone qui est censée engendrer la cascade hormonale. Pour diverses encore raisons, qui peuvent être, par exemple, du stress, un mal-être, des carences aussi nutritionnelles qui peuvent aussi engendrer derrière un état de stress physiologique et psychologique. Et le corps, le cerveau, il est très très bien fait. C'est-à-dire que le système de reproduction, pour le cerveau, ce n'est que secondaire. Donc si jamais vous êtes dans un état de stress physiologique, ça veut dire des carences, ou psychologique, c'est-à-dire émotionnel, mal-être, etc., même des alignements avec votre vie, etc., et bien il va y avoir un excès de cortisol dans le corps, et le cerveau préfère largement vous garder en vie, donc faire en sorte que ce stress physiologique et ou psychologique diminue avant d'engendrer le système de reproduction. Et donc, il vient bloquer l'autoroute entre les deux. C'est un peu ce qui se passe dans le cas de l'aménorrhée hypothalamique, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Il peut y avoir, si on rentre vraiment dans le détail, plein d'autres choses, mais je risque de noyer un petit peu les informations. C'est pas mal, en effet, ce que tu as dit. Voilà. Et c'est vrai que donc ce qui serait important en effet, c'est que si jamais une personne nous écoute actuellement qui est en aménorrhée, donc c'est d'aller voir son médecin, de demander des analyses complémentaires, etc. Bon, normalement, le médecin, lorsqu'il voit qu'il y a une aménorrhée depuis quelque temps, techniquement, il est censé réaliser des analyses hormonales, etc. Tu as déjà eu des cas justement où il y avait des personnes en aménorrhée, le médecin ne souhaitait pas forcément faire d'analyses complémentaires, qui disait justement, tant que vous n'avez pas envie de tomber enceinte, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on continue comme ça. Alors, de ne pas faire d'analyse, non, j'ai pas eu le cas de clientes qui m'ont dit qu'il y avait eu un refus des médecins. Par contre, des analyses qui n'étaient pas forcément très poussées, ou alors le discours de tant que vous voulez pas tomber enceinte, c'est pas grave. Ça, oui, je l'ai eu pour ma part, et j'ai eu aussi, beaucoup de clientes que j'accompagne ont déjà eu ce cas-là, effectivement. D'accord. Ok. Juste le dernière aussi grande famille qui peut entraîner des aménorrhées, typiquement, c'est le SOPK. J'en parle parce que ça peut toucher beaucoup de femmes. Le syndrome des ovaires polykystiques, l'un des critères, c'est une irrégularité du cycle qui peut amener à des périodes d'aménorrhée très très longues. Voilà, je vais faire la parenthèse. D'accord, super. Très bien, très bien. Non, parce que c'est vrai que je t'ai posé cette question parce que moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. Justement, en fait, il y a le discours tant que vous souhaitez pas tomber enceinte, que vous n'avez pas de problème de santé, etc. Par exemple, chute de cheveux ou etc. Des soucis de santé ou de l'acné, des soucis annexes. Souvent, en fait, il y a pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé de rencontrer pas mal de personnes qui n'avaient pas réalisé d'analyse complémentaire. Donc, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à changer de gynéco, endocrinologue ou de médecin. Du coup, on va parler. Juste pour terminer, prenez vraiment conscience que le cycle menstruel, c'est le reflet de votre santé. C'est vraiment un miroir. Donc, si ça fonctionne pas, s'il y a un trouble qui soit amélioré ou autre derrière, il faut vraiment, c'est votre responsabilité de faire bouger les médecins pour qu'ils vous accompagnent ou de changer de médecin, ou d'accompagnant parce que médecin ou autre accompagnant qui vous accompagne, mais
gardez ça en tête, hein, c'est très important. C'est pas normal de ne pas avoir ces règles. Voilà. Ce que tu as dit également tout à l'heure, qui me revient un petit peu à l'esprit aussi, c'est que tu disais que justement tu prenais la pilule de façon un petit peu aveugle, comme beaucoup d'entre nous le font, et moi-même je l'ai fait à l'époque où on a conscience, voilà, des effets secondaires, surtout que moi je me souviens que j'avais arrêté justement à l'époque où il y avait, je crois que c'était aux alentours de 2014 où il y avait ou 2012, où lorsqu'on parlait de Diane 35, attention, phlébite, etc., troubles cardiovasculaires. Et moi, je sais que j'avais de l'acné à l'époque, j'étais encore loin de m'en sortir, etc. Et j'hésitais, mais voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup plus de partage d'articles, etc. De prendre conscience justement des effets secondaires possibles lors de la pilule. Et surtout, c'est de savoir justement, parce qu'il n'y a aucun problème de prendre la pilule. Enfin, on en a parlé toutes les deux. C'est vrai on n'a aucun jugement par rapport à ça ou comme toute autre contraception hormonale, hein, parce qu'il n'y a pas que la pilule. Il peut y avoir le stérilet hormonal, etc. Mais c'est vrai que c'est important de savoir si on a des effets secondaires, si on la supporte bien, s'il n'y a aucun problème, etc. Et notamment de ne pas prendre la même pilule trop longtemps aussi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai c'est important de ne pas rester... bon, en même temps qu'on n'a pas de soucis de santé, on continue la vie, mais c'est vrai que voilà, il faut prendre conscience aussi de tout ça. Je pense que, en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je porterai pas de jugement, même si j'ai tout un accompagnement pour aider les femmes à arrêter la pilule contraceptive, mais je porte pas de jugement sur les femmes qui l'utilisent, qui la consomment, parce que la seule chose, je pense que la première chose à faire, c'est se renseigner sur comment fonctionne la pilule. Avant même de s'intéresser aux effets, c'est comment elle fonctionne, parce que comme tu le disais, tant qu'on se sent en bonne santé, on n'arrête pas les choses, on ne remet pas en question les choses, sauf que la pilule, par exemple, ça peut mettre des mois et des années à impacter notre santé. Donc à l'instant T, on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas fait l'effort ou on n'a pas été accompagné par des personnes qui nous ont expliqué vraiment comment ça fonctionne dans notre corps. Ensuite, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut éventuellement, et je pense qu'on a l'envie de savoir quels sont les éventuels effets secondaires. Les effets secondaires, ils sont très variables et ça dépend des personnes. Par contre, le fonctionnement et l'impact de la pilule sur son corps, ça ne dépend pas des personnes. C'est le principe de fonctionnement du produit. Donc ça, c'est indépendant de l'individu. Ouais. Je pense que c'est très important de vraiment savoir en fait ce que l'on donne, ce qu'on prend, quoi. Notamment la pilule, mais ça peut être même d'ailleurs un principe général sur d'autres choses. Déjà, avoir conscience de ce que l'on prend, c'est exactement comme le sucre, on parle beaucoup de bannir les sucres, etc. Certes, mais il faut d'abord savoir pourquoi on dit qu'il faut manger moins sucré, parce que finalement, c'est pas une fin en soi de manger moins sucré, si c'est d'ailleurs l'impact d'être hyper frustré et faire des régimes, etc., qui ont d'autres impacts négatifs. Il faut d'abord comprendre à quoi sert le sucre, et ensuite, quels sont les bons sucres, et auquel cas, le jour où on est attiré par un paquet de gâteaux industriels, on le fait en tout état de conscience. C'est complètement différent, parce que derrière, l'état de conscience fait que c'est pas un geste répété et régulier qui lui peut avoir des conséquences sur la santé. Donc ouais, vraiment juste au moins prendre conscience de comment fonctionne la pilule, votre stérilet, même le stérilet en cuivre d'ailleurs, parce que le stérilet en cuivre, il est pas adapté à tout le monde, et il n'est pas adapté à une personne pour toute sa vie. Parce qu'on ne sait pas que le cuivre, ça crée des micro-inflammations. Donc encore une fois, c'est sans hormones, mais ça a d'autres choses, il faut juste le savoir, c'est tout. Voilà. Justement, donc il y a une personne qui demande est-ce que sous pilule, justement, on peut réaliser des analyses hormonales? C'est une question auquel je réponds souvent, mais du coup, je te laisse y répondre. Alors, moi, oui, on peut. Physiquement, on peut, mais l'interprétation, elle est très, très, très touchy. Déjà, de manière générale, interpréter un bilan hormonal, c'est compliqué parce que il y a les seuils des laboratoires qui sont indiqués, mais les seuils des laboratoires représentent une gaussienne. Et on a toutes un cycle et des seuils bien spécifiques. Un seuil d'œstrogène, un seuil de LH, de FSH qui vont engendrer le fameux pic LH, FSH, donc l'ovulation. Il nous est propre en fait. Donc c'est déjà compliqué, sans parler d'hormones de synthèse, de vraiment analyser. On peut faire des comparatifs, on peut faire des ratios entre nos hormones par rapport à la phase dans laquelle on est ou pas. Donc on peut avoir des pistes, c'est très compliqué d'avoir des valeurs vraiment à analyser. Alors quand on prend une pilule ou une contraception hormonale, moi honnêtement, j'aurais beaucoup de mal en fait à interpréter, pour être honnête. Et toi, comment tu fais ?
Bah moi personnellement, enfin c'est pas possible. LH, FSH, estradiol, progestérone, c'est pas possible. Après, ce qui peut être intéressant, c'est si on prend uniquement une pilule oestroprogestative, du coup on teste les hormones mâles. Bon, là ça peut être intéressant. Et encore, l'oestroprogestatif peut avoir une conséquence sur le taux d'hormones mâles. Donc au fait, mis à part les hormones mâles, la thyroïde ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on va pas voir s'il y a un souci d'excès d'oestrogène, etc. Parce que forcément, les hormones vont être pas mortes, mais elles vont être au fait vraiment enfin, uniformes. Donc ça va pas être et ça va pas permettre de voir aussi si on a des effets secondaires de la pilule, etc. Donc c'est vrai que c'est pas trop parlant. Donc c'est tout à fait normal si le médecin vous dit qu'il n'y a pas besoin de faire d'analyse parce que vous êtes sous contraception, ce serait Ah oui. enfin contraception hormonale, ce qui serait logique parce que pour l'interprétation on en a quasiment pas en fait. Donc Ça, oui, très bien. cas-là, c'est normal. Ok. Alors justement, donc maintenant on passe pour les personnes qui n'ont pas d'aménorrhée, qui ont un cycle tout à fait normal, parce que par exemple il y a une personne qui me demande est-ce qu'on peut avoir des déséquilibres hormonaux en ayant des cycles réguliers, par exemple 28, 29, 30 jours, voilà, sachant qu'on n'a pas toutes 28 jours, mais il peut y avoir même 34 jours et si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc est-ce que tu aurais une réponse à lui apporter? Alors oui, alors on peut avoir des déséquilibres hormonaux parce que déjà l'hormone, l'équilibre hormonal d'une femme est très très sensible. On peut très bien, enfin on peut très, une femme peut avoir des cycles très très réguliers et puis d'un coup ça peut aussi se dérégler par grand chose. On est très sensible et il y a des femmes qui ont un cycle menstruel très très sensible. Donc et la régularité d'un cycle, c'est là où on peut commencer à parler des différents signes qui peuvent évoquer un déséquilibre hormonal. La régularité d'un cycle, la longueur d'un cycle, effectivement, sont des signes pouvant mettre la puce à l'oreille quant à un éventuel déséquilibre hormonal. Après, cette analyse-là, elle doit être prise avec des pincettes. Ça veut dire que si sur un cycle, il y a un cycle qui est plus long ou qui est arrivé un peu plus tard, ça c'est pas forcément qu'il y a un déséquilibre hormonal ancré. Ça peut juste dire par exemple qu'il y a eu un stress particulier ou que vous avez peut-être moins bien mangé, donc il y a eu un déséquilibre alimentaire sur une durée particulière. Par exemple, comme par hasard lorsque vous étiez prête à ovuler, donc du coup ça a retardé l'ovulation. Enfin voilà, donc sur un cycle c'est pas interprétable. C'est plutôt sur au moins la moyenne de 3 à 4 cycles. Quand ça perdure, là, on peut commencer vraiment à se pencher sur la question. Donc, il faut quand même, par contre, garder cette discipline de s'observer, de regarder comment ça fonctionne. Mais sinon, il y a d'autres signes, en fait, qui peuvent être évocateurs d'un déséquilibre hormonal et qui ne sont pas forcément de la régularité ou de la longueur d'un cycle. Déjà, tout ce qui va être les fameux syndromes prémenstruels, les SPM, c'est pas, je reviens sur ce que je disais au début du live, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on a un cycle, en fait, que ce soit pendant la phase lutéale, pendant les règles, pendant l'ovulation, c'est pas normal d'avoir des inconforts, des gênes, oui, notamment par exemple pendant la phase menstruelle, on peut ressentir quelques petites crampes parce que ça correspond à la contraction de l'utérus pour évacuer le endomètre. Oui, mais ça ne vous met pas KO en fait. D'avoir une fatigue aussi, c'est normal puisque c'est dû aussi à la chute des hormones et ça c'est explicable. Par contre, d'avoir des migraines tout le temps récurrentes, invalidantes ou trop intenses, des seins vraiment très douloureux, des maux de ventre, des nausées, des choses comme ça. Il y en a plein, hein, des SPM, une liste assez importante. Ça, ce n'est pas normal et ça peut être aussi évocateur d'un déséquilibre hormonal, surtout si c'est récurrent. Et c'est pas parce que je retrouve souvent ça. Oui, mais j'ai toujours eu ça. Et or, ma maman, elle a toujours eu des migraines quand elle avait ses règles. Elle a toujours eu. Non, parce que c'est trop simple en fait. Je trouve que c'est trop simple. Ça, oui, peut-être qu'il y a un terrain génétique, il y a un terrain favorable, mais c'est pas la raison pour laisser perdurer cet éventuel déséquilibre. Donc, les syndromes prémenstruels peuvent être évocateurs, par exemple, d'un déséquilibre hormonal. Ensuite, l'acné aussi, effectivement, des troubles digestifs aussi, parce que la digestion est très très liée aussi au cycle menstruel. Enfin, tout est un peu systémique dans le corps, donc il y a ça, les chutes de cheveux, il y a ça, toute autre chose qui me vient en tête. Déjà, les SPM, quand on parle des SPM, finalement, déjà, ça regroupe pas mal de choses. Mais en tout cas, la régularité
d'un cycle et sa longueur sa longueur sont des signes, mais si on a un cycle très régulier et d'une longueur dite physiologique, donc entre 21 et 35 jours, ça c'est une longueur physiologique, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas un déséquilibre hormonal. Il faut essayer vraiment de voir plus large que ça. Ok. Très bien. Donc, c'est super parce que du coup, là, tu as expliqué donc plusieurs déséquilibres hormonaux et justement comment les retrouver. Donc, parmi tous les symptômes qu'on peut ressentir en tant que femme, par rapport au syndrome prémenstruel, pendant les règles, voilà, en effet, le fait d'avoir certaines douleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a certains niveaux de douleur. Au fait, il y a des personnes aussi qui sont très résistantes aussi à la douleur et pourtant elles en souffrent, mais on dit non, non, c'est bon, c'est ok. Et au fait, non, il y a vraiment une douleur importante. Et également aussi pendant le moment ovulatoire, où il est possible de ressentir voilà, des petits picotements, des petits tiraillements. Donc tout ça, ça peut nous apporter. Parce que je crois que justement, il y a une personne qui nous a posé une question, comment savoir quelle est la cause de notre acné si on ne peut pas faire de bilan hormonal. Ben justement, au fait, par tous ces symptômes-là, ça va nous apporter des réponses, justement, si il y a un excès d'oestrogène, un manque de progestérone, par certains symptômes très spécifiques que notre corps nous envoie. Par exemple, les douleurs que tu as citées tout à l'heure, ou la tension à la poitrine aussi qu'on peut ressentir avant les règles, voilà, des spasmes, des contractions, tout ça, ça va nous indiquer tout ça si jamais il n'est pas possible de faire une analyse. Par contre, je vérifie, parce que je crois que c'était Chloé qui me posait la question. Et donc tu me demandais si tout à l'heure, donc tu me demandais si c'était possible de faire un bilan hormonal sous contraception. Donc c'est vrai que ces symptômes-là, si il y a la prise d'une contraception en parallèle, aura une interprétation différente que si vous ne prenez pas de contraception hormonale actuellement. Par exemple, on va partir sur un stérilet action hormonale. Bah, il peut y avoir des douleurs qu'on n'aura pas si on supprime le stérilet, par exemple. Donc, il peut y avoir des choses également de ce côté-là. Je reviens juste par rapport à la douleur. Donc, effectivement, je rebondis quand tu disais en fonction du trouble ressenti, et je reparle bien de la régularité du trouble aussi. Ça peut mettre la puce à l'oreille sur l'excès ou la carence en certaines hormones. Je prends par exemple le cas, je l'ai pas mentionné, mais avoir des règles très abondantes. Alors il y a des manières de mesurer aussi l'abondance d'un flux. Ça peut être aussi le signe que potentiellement il y a un excès d'œstrogène ou une hyperœstrogénie relative, donc un excès d'endomètre par exemple. Et pour revenir sur la notion de douleur, c'est très très subjectif comme tu le disais, tu as raison de le dire. Il y a une petite astuce peut-être que vous pouvez mettre en place, c'est que si vous avez cette discipline de suivre votre cycle, donc quand je dis suivre son cycle, c'est pas uniquement la durée ni quand est-ce que j'ai ovulé, mais c'est tout ce qui va autour. Est-ce que j'ai eu de l'acné? Est-ce que j'ai une perte de cheveux? Est-ce que j'ai une humeur changeante, etc. Donc c'est plein de choses qui peuvent être impactées par le cycle, donc à savoir beaucoup de choses, la digestion, etc. Et pour les douleurs, par exemple, c'est de vous instaurer dès le départ, une échelle qui vous est propre. Donc vous mettez de 0 à 10, par exemple l'intensité de la douleur, et sur chaque cycle, en fait, vous venez aussi réévaluer votre douleur. Mais comme vous vous comparez à vous-même, on s'en fiche de la subjectivité ou de l'objectivité. Vous pourrez juste vous dire, le cycle d'avant, par exemple, j'ai mis que j'avais une migraine à 5 sur 10. Et là, aujourd'hui, et ce cycle-là, elle est à 8 sur 10. Et puis le cycle d'après, elle est à 9 sur 10. Et puis après, en fait, là, c'est pire de pire, c'est 10 sur 10. Et là, vous voyez qu'il y a une réelle croissance de votre douleur de migraine et que potentiellement, il y a des équipes qui sont en train de s'ancrer. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est important de noter au fil du cycle. Personnellement, à un moment donné, je soupçonnais si j'avais une acné hormonale ou pas, et donc je mettais mes poussées d'acné sur un petit calendrier. Je me dis là, je suis au moment ovulatoire, avant les règles, pendant les règles, je me mettais des petites croix. Alors des fois, ça tombait justement au moment avant les règles, mais des fois, ça ne tombait pas. Et au fait, le fait de faire ça sur 2-3 cycles, voire plus, ça nous permet de confirmer ou non justement quand les analyses sont pas parlantes ou d'autres symptômes. Super. Du coup, je pense qu'on va répondre à quelques-unes des questions pour que ce soit vraiment très pratique par rapport aux demandes des gens. Donc, il y a par exemple Candice qui demande j'ai une aménorrhée primaire.
J'ai 21 ans et ma gynécologue m'a directement prescrit du Femostan de 10. Je suis très stressée, je pense que ça peut être une des causes. Est-ce pas mieux de ne pas prendre de ne pas prendre ce Femostan et plus agir sur les causes? Alors justement, est-ce que c'est bien de prendre Femostan ou est-ce qu'on agit vraiment sur la cause? Ou est-ce qu'on fait les deux? Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais jamais sur des discours contradictoires aux médecins. C'est-à-dire que je vais pas dire, je vais pas demander à quelqu'un d'arrêter un traitement. Enfin, ce serait trop dangereux parce que il y a plein de choses aussi, enfin, rappelons-le, enfin, qui sont aussi au dehors de notre sphère de connaissances. Donc, je pense que ce serait trop dangereux. Après, en l'occurrence, si déjà cette personne-là a identifié des choses dans sa vie, hein, en termes physiques ou psychiques, qui ne sont pas de l'ordre de la normalité, dérangeants, gênants, etc., oui, forcément, moi je suis d'avis à d'abord regarder les causes. Et effectivement, si cette prise de médicaments vient potentiellement masquer certaines causes, c'est compliqué derrière dans l'exploration. Donc, j'ai envie de dire, pas forcément ne pas prendre ce traitement-là, mais est-ce que c'est pas possible de venir juste le décaler pour se donner l'opportunité d'agir sur les causes et voir comment ça se passe avant, en fait. Ok. Toujours explorer un maximum de choses. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu veux compléter Oui, bien sûr, en fait, il faut toujours trouver la cause. Donc ça, c'est en effet, donc ça va être à travers le médecin, les thérapeutes. On peut être en complément, enfin être complémentaire, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de savoir justement pourquoi on a une aménorrhée ou pourquoi on souffre de l'acné ou pourquoi on a des douleurs pendant le cycle, etc. Parce qu'il y a toujours une cause profonde. Donc c'est important. Et la prise de médicaments ou la pilule vont masquer en fait ces symptômes-là. Donc, et aujourd'hui, le symptôme c'est l'aménorrhée. Donc, ce serait contre-productif dans l'exploration. Après, par contre, est-ce que ce traitement-là a été comme ça donné en première intention ou est-ce qu'il y a déjà eu des examens réalisés auparavant? Parce que quand on souffre d'aménorrhée primaire, il y a aussi plein d'examens cliniques biologiques à réaliser pour essayer de voir la cause ou les causes. D'ailleurs, je pense souvent elles sont plutôt diverses, les causes. Donc, moi, là où je suis par contre, c'est de dire en première intention, paf, on vous donne ça. Parce que non, il y a aussi les médecins ont aussi beaucoup à explorer avant de conseiller ou d'administrer quelque chose. Et après, effectivement, l'accompagnement, l'exploration, elle peut se faire via des analyses cliniques, biologiques, etc. auprès de médecins, gynécologues, et puis aussi il y a les thérapeutes, des praticiens en santé plus naturelle sur d'autres types d'aspects d'hygiène de vie. Elle peut être ouais. Ok. Oui, puis après, ça dépend tout à fait du choix de la personne. En fait, c'est de prendre conscience, voilà, si on prend ce traitement, qu'est-ce qui se passe, quels sont les effets secondaires, est-ce que vous êtes prêt à avoir ces effets secondaires, qui ne sont pas systématiques, hein, d'ailleurs, mais voilà, ça fait partie d'avoir selon le profil, au fait, votre profil à vous qui vous est propre. Une personne demande justement, est-ce qu'il est facile de retrouver un cycle après l'arrêt de la pilule? Alors, facile, c'est comme douleur. C'est-à-dire ça dépend. La facilité, elle est très subjective. En fait, ça dépend de la durée de la prise de pilule aussi. Hein. Si ça fait quelques mois que la pilule a été prise ou plusieurs années, ben forcément derrière l'impact des hormones de synthèse n'a pas été le même. Donc le chamboulement hormonal derrière n'est pas non plus le même. Facile n'est pas égal simple. Donc ça veut dire oui, c'est simple d'arrêter la pilule. Après, si vous avez un terrain qui est approprié, quand je parle de terrain, c'est comme un potager, hein, donc ça veut dire une hygiène de vie qui n'est pas avec un organisme qui n'est pas carencé, parce que la pilule contraceptive creuse des carences nutritionnelles. Donc si vous avez des bons gestes, si vous faites aussi accompagner ou que vous êtes bien renseigné sur comment bien vous alimenter pour combler ces carences, sur votre santé intestinale pour bien assimiler, etc. Oui, c'est facile de retrouver un cycle. En tout cas, aujourd'hui, il n'est absolument pas... je veux dire, tout ce qu'on entend autour de la pilule, sur les effets post-pilule, j'ai de l'acné, je perds mes cheveux, j'ai plus mes règles, etc., ça fait très peur, en fait. Et surtout que tous ces symptômes post-pilule ne sont absolument pas ni systématiques, ni cumulatifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont juste avoir peut-être un peu
plus de temps à récupérer un cycle. Enfin, quand je dis un cycle, des menstruations, ça veut pas dire que le cycle n'est pas en route. Il y a des personnes qui vont avoir un petit peu d'acné, mais c'est tout. Il y a des personnes qui vont rien avoir. Encore une fois, ça dépend de votre terrain aussi et de comment vous accompagnez votre corps dans ce changement. La seule chose qu'il faut garder deux choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est arrêter la pilule. C'est comme arrêter le tabac. J'aime bien dire c'est ça. Ça doit venir de vous. C'est-à-dire que si ça vient pas de vous, vous n'aurez pas la motivation derrière et vous n'aurez pas la force d'éventuellement vivre en fait les effets post-pilule. Quand je dis effets post-pilule, ils peuvent être négatifs, comme désagréables, inconfortables, comme ils peuvent être aussi très confortables, comme retrouver des émotions qu'on ne vivait pas, retrouver aussi des sensations corporelles qu'on n'avait pas. Et ça, ce sont aussi des effets post-pilule très, très, très agréables, de retrouver aussi sa libido, etc. Donc, pour revenir à la question initiale qui était est-ce que c'est facile de retrouver un cycle, oui, c'est simple. Il faut juste derrière savoir comment renforcer le corps et le terrain pour que ce chamboulement hormonal se fasse de la manière la plus fluide possible. C'est tout. Ok, d'accord. Et entre thérapeutes, j'aurais une petite question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrêt progressif, de l'arrêt de la pilule? Moi, j'ai un principe déjà, c'est que j'aime beaucoup marcher à l'intuition. Donc, la première chose, en fait, quand j'ai des clientes qui me demandent qu'est-ce qu'elles doivent faire, je leur expose les différentes manières de faire et je commence à leur demander qu'est-ce qui vous attire. Parce que ça dépend, on n'y pense pas trop, mais le côté logistique aussi d'un arrêt de pilule, si on parle du sevrage progressif, hein, donc on peut arrêter la pilule de manière différente, soit on l'arrête brutalement à la fin de la plaquette, soit on arrête de manière progressive, et dans le sevrage progressif, il y a encore deux autres manières possibles, soit on fait le découpage des comprimés, soit on prend des comprimés, on prend trois comprimés, puis deux, puis un, etc., avec des intervalles bien particuliers. Ça demande une logistique mentale, ça demande le découpage, faut faire attention, parce que les hormones de synthèse, ça pollue, donc faut faire attention de les garder pour les ramener à la pharmacie. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut avoir en tête. Donc, d'abord, c'est qu'est-ce qui vous attire, et ensuite, moi, mon avis sur le sevrage progressif. Disons que, par exemple, le sevrage progressif où on prend 3 comprimés, puis 2, puis 1, enfin en sautant des jours par exemple, je suis moins attirée par ça parce que ça fait des jours où on a des hormones et des jours où on n'en a pas. Donc ça fait un peu des modes on-off. Et pour moi, ça me paraît quand même assez compliqué pour le corps d'essayer de se retrouver là-dedans. En fait, il y a des signaux un petit peu différents. Le sevrage progressif où on vient découper le comprimé, donc pour le coup c'est vraiment très progressif. Moi pour le coup ça me semble être la manière la plus vraiment douce pour le corps. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même accompagner le corps par rapport à ça, mais c'est la manière la plus douce qui a le temps de s'habituer au fur et à mesure à cette diminution d'hormones de synthèse et à ce réveil hormonal naturel. Après, ça peut aussi avoir des inconvénients sur la santé digestive parce que on vient découper un comprimé, donc on vient aussi enlever la petite pellicule protectrice, et donc il y a le comprimé, la pilule, une partie de la pilule qui vient en contact avec des organes avec lesquels elle n'aurait pas dû être en contact et qui peut aussi provoquer des désagréments digestifs. Donc après, il y a aussi des manières pour contrecarrer ça. On peut la réenglober dans une gélule, etc. Donc ça demande encore en termes de logistique de l'ajustement. Voilà. De manière personnelle, enfin de mon cas personnel, moi j'ai arrêté brutalement, par exemple. J'ai eu j'en ai marre, et de toute façon, même sous pilule, j'avais plus mes règles, donc pour moi ça n'allait pas changer grand chose. Et puis de toute façon, j'avais absolument aucune connaissance des différentes manières dont on pouvait arrêter la pilule. Moi, il y avait une seule façon de faire, c'était de l'arrêter brutalement. Quand est-ce que tu l'as arrêté justement la pilule? Quand est-ce que je l'ai arrêté? Oui. Je l'ai arrêté quand? On est il y a 6 ans. D'accord, ok. C'est justement, enfin, je sais pas si on en parlait encore il y a 6 ans ou tout juste peut-être, parce que c'est vrai que moi aussi je l'ai arrêté du jour au lendemain, mais à l'époque, le sevrage progressif, on n'en parlait même pas sur Internet nulle part, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent dont on parle notamment sur les réseaux sociaux ou sur certains blogs. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis en tant que pro sur ce sujet-là. De toute façon, quelle que soit la méthode, le principal, il faut vraiment accompagner le corps en fait, même si c'est un sevrage progressif ou brutal, et je pense que c'est ça en fait. Si on accompagne le corps,
Même si c'est brutal, si c'est parce que vous avez un ras-le-bol, parce que c'est plus facile dans votre vie d'arrêter la pilule comme ça, bah, moi, je serais pas contre, même si ça fait un choc pour le corps, mais encore une fois, des fois, il vaut mieux faire ça que de subir une charge mentale qui provoque un stress et qui va lui-même impacter votre équilibre hormonal. Donc, il faut essayer de peser le pour et le contre par rapport à votre situation personnelle, familiale, professionnelle, etc. Ouais. Oui, parce que le souci, c'est vrai qu'actuellement, le sevrage progressif, il n'y a aucune étude scientifique qui a été réalisée à ce sujet-là. Donc, au fait, c'est que des expériences personnelles. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe personnellement en consultation. C'est selon le choix de la personne, selon son profil. Déjà, je vois est-ce que ça peut être adapté ou pas du tout. Parce que, par exemple, Ouais. si on souffre déjà de spotting pendant les règles, bon, dans ce cas, le fait de faire des yo-yo, ça va pas du tout convenir si on souffre de fortes migraines, etc. Après, voilà, en consultation, ça m'est arrivé d'avoir des personnes donc qui souhaitaient le réaliser. Puis on voit que ça se passe bien, donc génial. Après, d'autres personnes, ça se passe pas bien. Bon, bah, dans ce cas, on l'arrête du jour au lendemain. Voilà, donc c'est vrai qu'étant donné qu'on n'a pas d'études sur le sujet, c'est vraiment quelque chose qui est fait euh, avec conscience et de toujours être prudent, voilà, de chaque symptôme qui arrive et de pas se dire non, j'ai une petite migraine ou un mot de tête, c'est pas bien grave, alors que voilà, ou un changement d'humeur aussi qui peut être pas forcément vu et du coup il y a une dépression à cause. Donc c'est important aussi de bien savoir où on met les pieds à peu près. Ouais. En consultation, est-ce que tu as des cas justement d'acné ou pas spécialement? Oui, j'ai des cas d'acné. C'est pas la majorité parce que finalement j'ai aussi beaucoup de cas d'aménorrhée et en cas d'aménorrhée, notamment anovulatoire, on a quand même des taux assez bas d'hormones, donc forcément derrière l'acné est moins présente. En cas d'arrêt de pilule, oui j'ai des cas d'acné, mais finalement c'était de l'acné qui était déjà présente avant en fait, Sous pilule ou avant la pilule? avant la pilule. D'accord, ouais, Donc ok. en fait, Oui, c'est encore faire une un fois, petit la peu. pilule a masqué. Donc ça fait partie des craintes parce que Mm. hop, j'arrête la pilule, donc ça va revenir. Moi, j'essaie de dire, ben, au contraire, c'est l'opportunité pour vous d'éradiquer une fois pour toutes Ouais. votre cause la cause racine de votre acné, parce que c'est pas normal d'avoir de l'acné non plus. Hein, c'est pas normal d'avoir la peau, c'est un émonctoire qui est censé éliminer des choses, prendre le relais sur d'autres. Donc elle se si elle s'exprime via de l'acné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est plutôt une opportunité de se dire j'arrête la pilule qui masque pour essayer de m'occuper de ça, bien que ce soit forcément pas très agréable, je l'entends bien sûr. Ouais, bien sûr. D'accord. Du coup, je regarde si on a d'autres questions. Comment puis-je traiter ou contrôler mon acné hormonal? Du coup, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre ou est-ce que tu préfères que je réponde? Bah écoute, vas-y, commence et puis je compléterai. Ok, ça marche. Bah au fait, déjà, c'est vrai que c'est une question relativement large parce que c'est vrai qu'on peut pas dire que, enfin, au fait, pour moi, en fait, ça reste relativement vague parce que comment puis-je traiter ou contrôler mon acné hormonal? Au fait, moi, la première chose, c'est que j'aurais besoin de savoir, en fait, quelle est cette acné hormonale et quelle hormone pose problème. Donc, quels sont les symptômes que vous ressentez. Sans ça, au fait, ça, parce que parfois, je reçois en effet, que ce soit donc pendant les lives ou en message privé ou même par mail, j'ai une acné hormonale, quelle solution je peux avoir? En fait, il n'y a pas une solution miracle, il y en a des tonnes, en fait. Tout dépend, en fait, si vous avez une acné donc hormonale euh, de type excès d'ostrogène, manque de progestérone ou un effet yo-yo entre les deux qui se passe où voilà ça fait comme des vagues durant le cycle, au moment ovulatoire, avant les règles, pendant les règles, etc. Ça peut être une acné justement plutôt hormone mâle, donc tout ce qui est androgène, testostérone, DHEA, etc. Parce que là aussi on en a beaucoup, enfin on en a plusieurs, on en a 5. Donc parfois là aussi les médecins testent testostérone, androsténédione, c'est tout. Et parfois j'ai en consultation des personnes qui réagissent à la DHA, on l'a pas testé, du coup on se dit non il n'y a pas de souci d'un point de vue acné hormonal et surtout les hormones mâles, alors que quand on fait l'ensemble des analyses, là on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. L'important après voilà c'est de vraiment partir à l'écoute de vos symptômes. Donc tous les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure, notamment, enfin avant les règles, pendant les règles, mais notamment aussi d'autres symptômes dont on aurait loin de penser. C'est vrai qu'en consultation
situation. Je parle une personne qui vient me voir pour de l'acné, je vais lui poser des questions sur son sommeil, sur son immunité, sur ses troubles musculaires, circulatoires, sur ses cheveux, sur absolument tout. Et tout ça, en fait, va me dire, ok, il y a tous ces symptômes-là qui m'indiquent qu'il y a ce déséquilibre-là, etc. Après, quoi faire? Parce que tout ça, en fait, donc c'est une famille, les déséquilibres hormonaux. Après, donc on a nos hormones qui sont classées, qui peuvent se mélanger et s'entremêler, etc. Parce que là, en plus, j'ai parlé des plus simples. Si après il y a la thyroïde, la LH, FSH. Tout à l'heure, tu as parlé de la prolactine. Donc il y a tout ça, et donc après, donc pour moi, c'est la naturopathie, donc on vérifie l'hygiène de vie. Est-ce qu'elle est parfaitement équilibrée par rapport à votre déséquilibre hormonal, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, sommeil, est-ce que vous êtes sédentaire, stress, etc. Et puis donc on va travailler l'alimentation, donc c'est vrai que moi j'adore les plantes, j'utilise la phytothérapie principalement, j'utilise très peu de complexes. D'ailleurs, ce serait une bonne question si on a le temps, mais c'est vrai que moi personnellement j'utilise très peu de complexes de type voilà, plein de groupes de vitamines ou des compléments où il y a 5-6 ingrédients dedans, etc. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à gérer. C'est pareil, c'était génial. Ah, c'est un peu comme les shampoings 4 en 1, tu vois. Ça lave pas, ça démêle pas. Enfin, voilà. Ouais. Moi, je suis vraiment pas pour les complexes féminines. Ouais. On a 50% de chance, au fait, d'y répondre positif ou d'y répondre négatif. En fait, tout dépend, par chance, ça vous correspond et c'est génial. Et malheureusement, ça vous correspond pas. Enfin, moi, personnellement, j'en ai essayé des tonnes et au fait, c'est vraiment quand j'ai utilisé plante par plante que j'ai commencé à avoir des résultats. Quitte à utiliser 2 plantes en même temps, 3 plantes en même temps, mais voilà, façon séparée et puis avec un dosage bien particulier parce que c'est nos hormones que l'on parle et nos hormones sont pulsatiles au jour le jour et au cycle, au jour le jour du cycle. Donc voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de solutions. Il y a certaines personnes qui utilisent la gémothérapie, des huiles essentielles, voilà. Donc tout dépend de votre déséquilibre hormonal, de quelle hormone il pose problème, et après on essaye de trouver des solutions en face. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, je voulais rajouter quelques petits trucs, notamment quand on parle des équilibres hormonal, on a parlé beaucoup d'hygiène de vie, l'alimentation, etc., les plantes, mais il faut pas oublier que l'hygiène de vie c'est beaucoup plus global que ça. Donc, notamment, on pense pas à tous les produits auxquels on est exposé, soit en termes de pollution, les produits que l'on mange, les produits que l'on met sur la peau, etc. Et tous ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui vont favoriser le déséquilibre hormonal également. Tout ce qu'on trouve en termes de plastique aussi, les produits dans les textiles, etc., qui vont favoriser en fait ces xénoœstrogènes, donc des déséquilibres hormonaux et qui vont peut-être bloquer certains récepteurs. Et donc ça, en fait, ce sont aussi des produits à identifier et à minimiser en fait dans le cadre de son utilisation, de son hygiène de vie. C'est important pour n'importe qui, mais encore plus pour la femme, parce qu'on a un équilibre hormonal qui est très très sensible. Et plein de produits qu'on utilise tous les jours en fait, et l'effet cumulé à la fin il est énorme. Donc ça faut pas oublier aussi cette grande famille aussi. Et la chose que je voulais rajouter, et c'était un peu l'objet justement de l'épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, c'est qu'on parle d'acné. Tout de suite on parle d'acné hormonal, mais déjà peut-être la question c'est est-ce que c'est vraiment de l'acné hormonal aussi? Parce que derrière aussi les pistes, tu es la mieux placée pour en parler et tu nous en as très bien parlé sur l'épisode qui sort la semaine prochaine sur le podcast. Mais il y a plein de types d'acné et des fois le souci de l'acné ne vient pas nécessairement d'un déséquilibre hormonal ou en tout cas pas de prime abord. C'est sûr. Ouais. Parfait. Du coup, autre question. On dit souvent que l'acné sur les joues sont liées aux hormones. Est-ce toujours vrai ou est-ce que ça peut être alimentaire ou autre? Alors personnellement, oui, complètement, ça peut être tout à fait autre. On peut pas se baser uniquement sur ça. Donc c'est vrai que c'est très populaire d'avoir de l'acné au niveau de la mâchoire, maxillaire, cou, dans le dos aussi. Mais sinon, par principe, moi j'avais une acné digestive. C'était vraiment au niveau des joues. Hein. Voire même limite, c'était souvent celle-là, très peu celle-ci. Mais voilà, donc au fait, en effet, quand ça touche nos points faibles et notamment par rapport à nos pores dilatés, donc il n'y a pas forcément de lien. Enfin, on peut pas se baser uniquement sur ça, en fait, malheureusement. Ouais.
il y a peut-être des petites pistes, tu me diras si je me trompe ou si tu veux me compléter, mais pour savoir s'il y a acné hormonal ou pas, ou en tout cas si l'acné provient majoritairement d'un déséquilibre hormonal, bah, potentiellement déjà, si vous êtes sous contraception hormonale, est-ce que vous avez de l'acné ou non? Si oui, peut-être qu'effectivement, ça vient pas nécessairement d'un déséquilibre hormonal, puisque au final, sous pilule contraceptive, en tout cas sous contraception hormonale, votre cycle naturel, il est endormi. Donc il y a beaucoup moins de fluctuations vu que vous prenez des comprimés qui sont très mesurés en fait. Aussi, si vous sentez, si vous êtes sur un cycle naturel et que vous percevez une évolution de l'acné en fonction des jours de votre cycle, effectivement peut-être que ça peut mettre le doigt sur le fait qu'il y a en tout cas une action du cycle, donc des hormones sur votre acné. Est-ce que c'est l'unique cause? Pas forcément, parce que bah encore une fois, de toute façon tout est systémique dans le corps, mais peut-être qu'effectivement cette acné est variable en termes d'intensité d'acné, de douleur, etc. Peut-être qu'effectivement la cause est plus hormonale. Oui, c'est sûr, parce que souvent, en effet, on parle souvent d'une acné hormonale. Oui, vous avez une acné hormonale, mais au fait, ça reste très vague et ça peut être tout à fait autre chose. Il y avait encore une petite question. Suite à un cancer de l'utérus et à une hystérectomie élargie, je me retrouve ménopausée à 41 ans, brutalement. J'ai toujours souffert d'acné régulée par la pilule jusqu'à l'opération. Est-ce que mon acné va revenir de façon horrible? Pas forcément, là c'est pas systématique, hein. Surtout soyez rassurés que vous ayez une opération, que vous ayez l'arrêt de la pilule ou que vous preniez un traitement. Tout à l'heure on a parlé du fémostron, etc. Donc toute autre chose. L'acné fait partie des effets secondaires de nos hormones, mais c'est pas du tout systématique. Tout dépend si dans le passé vous en avez souffert. Enfin, j'imagine que oui, étant donné que c'est, enfin, sinon je pense que vous seriez pas là. Mais je pense que voilà, ça a été le cas. Mais bien sûr, donc le mieux c'est de prévenir justement tout ça peut-être avant, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour prévenir le retour de l'acné de ce côté-là. Et puis si l'acné revient, ça veut dire que donc il y a quelque chose qui se passe, il faut essayer de comprendre. Et puis en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alexandra, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus profond derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'alimentaire ou du côté du stress ou autre? Enfin voilà, donc tout dépend de votre profil hormonal. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette question? Non. D'accord. Du coup, j'en réponds à Lorraine. Bonjour, l'alimentation à IGBA peut-elle rééquilibrer les hormones dans le cadre d'un COPK et de résistance à l'insuline? Merci à vous, c'est super gentil. Du coup, je te laisse répondre. Ouais. Alors, oui, le régime alimentaire, en tout cas la manière de s'alimenter en privilégiant des aliments à IG modéré à bas, ça peut vraiment être bénéfique pour les femmes atteintes de SOPK, notamment aussi pour une volonté d'améliorer sa fertilité, parce que l'insuline est une hormone qui va interférer dans le cycle hormonal, en tout cas potentiellement déséquilibrer le cycle. Donc sur un terrain déjà où c'est très sensible, notamment les femmes atteintes de SOPK, on fait relativement attention à la glycémie. Donc c'est vraiment une piste intéressante. Par contre, attention de ne pas s'enfermer dans des régimes alimentaires trop restrictifs, parce que là, je reprends ma casquette parce que je parle beaucoup de santé féminine, mais moi j'ai un gros passé sur les troubles du comportement alimentaire et j'accompagne aussi beaucoup de femmes sur le côté alimentation, relation entre l'alimentation, et tout ce qui touche à des restrictions alimentaires, moi j'ai tout de suite un gros warning en fait qui s'allume, parce que ça peut être dangereux en fait. Donc attention à pas s'enfermer dans des régimes très restrictifs qui finalement peuvent faire du bien sur un aspect très très spécifique, comme par exemple le SOPK, mais derrière détériorer d'autres choses dans sa vie, aussi bien physiologique, parce que finalement on se prive d'aliments qui pourraient nous faire du bien aussi, et psychologique parce que c'est la frustration, le contrôle, l'hyper-contrôle, c'est destructeur aussi. Et ça, c'est pas favorable non plus à un équilibre hormonal. Donc, ma réponse est modérée. Disons que tant que tu garderas en tête cette liberté quand même et la flexibilité dans ton alimentation, en favorisant de manière la plus possible, enfin la plus facilement possible pour toi, les aliments à IG modéré à bas et de temps à autre des autres aliments,
et tu le vis bien, moi je pense qu'effectivement, une bonne piste dans le cadre d'un SOPK résistance à l'insuline. Ouais. Oui, parce que l'objectif, c'est pas de supprimer le sucre à vie, etc., et de se sentir frustré par rapport à ça, mais en effet d'un juste équilibre par rapport à ce que l'on souffre et à l'alimentation. De toute façon, Parfait. la glycémie, c'est déjà pas forcément un très bon ami de l'équilibre hormonal. Après, il y a des personnes dans le cadre effectivement de certaines pathologies où c'est beaucoup plus sensible en fait. Donc, faut avoir une vigilance accrue, mais il faut toujours garder à l'esprit cette flexibilité alimentaire. D'accord. Il y a une question qui a été posée qui est relativement intéressante. Et du coup, je vais poser une question. C'est juste qu'une personne, en effet, donc, demande au fait comment on peut avoir poursuivre au fait une sexualité alors qu'on vient d'arrêter la pilule, etc. En fait, sans pilule, au fait. Parce que c'est vrai que malheureusement, on fait souvent le rapport pilule, dans ce cas, liberté sexuelle, etc. Est-ce que toi, justement, parce qu'il existe des solutions, et c'est vrai que c'est bien de dire qu'il faut arrêter la pilule, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre couple, etc. Donc c'est vrai que déjà, d'une part, je dirais que toute contraception doit être votre choix personnel, et de couple également. Mais c'est déjà votre choix personnel parce que c'est votre corps, et ensuite un choix de couple pour être en harmonie. Du coup, voilà, il existe plein. C'est vrai que c'est pas trop le sujet, mais ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis la semaine prochaine, n'hésitez pas je vais en parler d'ici demain. Je vais réaliser un live avec justement Margot, qui est spécialisée sur la sexualité justement et comment faire face à l'acné par rapport à l'image dans le couple, etc. Du coup, voilà, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais par contre, j'aurais une question justement parce que tu accompagnes des personnes qui souhaitent arrêter la pilule. Est-ce que tu réalises la symptothermie qui est aujourd'hui maintenant relativement connue pour justement, connaître bien son cycle, savoir les jours fertiles, les jours infertiles, quand est-ce qu'on peut, avoir des rapports. Oui. Alors déjà, un truc très très important à rappeler, c'est que dès qu'on commence à arrêter la pilule, même si c'est un sevrage progressif, l'aspect contraceptif de la pilule ne fonctionne plus. Ça, c'est très important. Et vous partez sur des risques de faire ça. Vous avez l'infertilité qui revient, donc potentiellement, si vous ne désirez pas un enfant, faut faire attention. C'est un choix de couple, ça c'est sûr. Et donc la symptothermie, c'est une des solutions possibles. C'est une technique qui fait partie de la famille des observations, des méthodes d'observation naturelle du cycle. Et moi, je l'utilise à titre personnel. Donc j'ai commencé par la méthode Billings et puis petit à petit, je me suis tournée vers la symptothermie que j'ai trouvée très aidante aussi dans le suivi du cycle et je la conseille aussi beaucoup même aux femmes qui sont en absence de cycle, qui souffrent d'aménorrhée, parce que ça leur permet déjà de prendre conscience de comment fonctionne un cycle, des notions de glaire cervicale, de variation de la température basale. Et surtout, moi, ça m'a aussi beaucoup aidée parce que quand j'ai commencé à faire ça, je commençais aussi à suivre en fait des critères que certes, je n'observais pas à l'instant T, mais je les suivais. Et le jour où j'ai commencé à observer le réveil de ces critères-là dits de fertilité, ça m'a mis dans une boucle de motivation, me disant la machine est en train de se remettre en route. Et donc ça, c'est bénéfique. Donc même chez les femmes en fait qui aujourd'hui n'ont pas de cycle pour un cas d'aménorrhée, je trouve que c'est une technique très intéressante. Parce qu'en plus, elle est plus globale que ça. On prend la température, on observe la glaire, mais moi, j'aime bien l'associer aussi à toute la sphère de l'hygiène de vie, comme on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je l'accompagne. Par contre, moi, je ne suis pas formée, donc je suis pas formatrice, c'est-à-dire que je sais l'expliquer, je sais l'analyser aussi pour la plupart des cas. Après, quand on veut vraiment, notamment dans un cas de contraception pure et dure, où on veut absolument pas tomber enceinte, il y a plein de règles à connaître. Là, par contre, il vaut mieux se tourner vers des formatrices et qui pourront tous les cas particuliers vous expliquer. Et oui, après, il y a les zones des phases fertiles, les phases infertiles. Tout ça, je sais, j'accompagne, la prise de température, comment faire, etc. Mais en cas de réel contraceptif, là, tournez-vous plutôt vers des formateurs. Bon, c'est un projet que j'ai, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de temps à dédier à ça, mais j'aimerais bien devenir formatrice, effectivement, aussi en symptothermie. C'est un super outil, je trouve, pour prendre conscience de son cycle, en tout cas. Ouais.
J'ai toujours J'ai- dans l'idée, moi aussi, de réaliser la formation, mais c'est vrai que je trouve jamais le temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je sais les analyser parmi mes clientes et que moi, je sais pratiquer, au fait, j'en suis restée à cette phase-là. Mais c'est vrai qu'après, c'est autre chose d'accompagner les personnes pour un effet, soit de souhait de grossesse ou de contraception ou autre chose. Donc, c'est vrai que ça demande à être vraiment compétente à ce sujet-là. Pour tous les choix de contraception possibles après un post-PID, j'ai réalisé il y a quelques mois maintenant un épisode de podcast aussi. Si ça vous intéresse et que vous voulez rentrer dans le Oui. détail, un épisode dédié à ça. Ok. D'accord. Bah, du coup, pour le mot de la fin, tu as un podcast, tu as un super site internet avec plusieurs programmes, quelques e-books également, tu as un blog, enfin voilà, ça, on retrouve énormément d'informations dessus. Donc, si jamais tu veux en parler, n'hésite pas. Donc, ça s'appelle Hygiène de vie, hein, c'est ça. Ça, c'est mon site qui s'appelle Hygiène de Ville. J'ai un lien dans ma bio de compte Instagram. Ça vous Ouais. amène sur toutes les choses principales à savoir. J'ai un programme du coup que j'ai réalisé pour accompagner les femmes à arrêter la pilule contraceptive. Je propose des accompagnements, visio, un cabinet, et puis j'ai le podcast qui s'appelle Éclosion par hygiène de vie. Il est aussi dans le lien de mon compte. J'ai aussi le compte Instagram dédié à ce podcast-là. Et du coup, je fais un épisode toutes les semaines, un ou deux par semaine même. Et j'en profite pour communiquer le fait que nous on a enregistré ensemble un épisode, tout particulièrement sur justement l'acné. Et il sortira mercredi prochain. Et on sera je ne sais pas combien, la semaine prochaine, quoi. Ouais, le Le 6. 6. Voilà, Ouais. il sortira mercredi 6 avril à Ouais. 6 heures du matin. Voilà. Alors, je sais pas si je vais me réveiller à 6 heures du matin pour l'écouter, mais à 9h, 10h, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est une programmation automatique et on écoute. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je propose d'autres choses, notamment des vidéos sur d'autres sujets, notamment la santé féminine, mais que j'aborde de manière différente aussi que le podcast. Donc, pour les Ouais, personnes qui préfèrent l'image à l'audio, j'ai la chaîne YouTube aussi. d'accord. Bah écoute, Chloé, je te remercie également parce que donc à nos amis, merci beaucoup pour toutes vos réponses, mais merci aussi à vous d'avoir participé au live et puis de nous avoir posé des questions parce que c'est important que voilà, moi j'aime bien que ce soit vraiment très concret. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qu'un déséquilibre hormonaux, etc. On vous a apporté des informations et puis vous derrière vous avez vous nous avez apporté aussi soit des réponses à d'autres personnes, des personnes qui n'osent pas forcément des fois dire de poser des questions. Donc ça permet d'aider aussi d'autres personnes et puis de répondre à vos questions, à vos interrogations pour que ce soit le plus concret possible. Et après, avec joie de répondre aussi à vos questions. Si jamais vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions donc en commentaire ou à nous envoyer un petit message privé ou autre, que ce soit toi Alexandra, je mettrai le petit lien. Et puis donc, je te remercie Alexandra d'avoir participé à ce live et voilà, est-ce que tu aurais un dernier petit mot de la fin ou peut-être un mot, je sais pas, quelque chose à dire, une petite citation ou quelque chose de motivant à nous partager. Je reprends ce que je dis. Je veux dire que le cycle de la femme, c'est vraiment le miroir de votre santé. Donc, prenez-en soin et observez-le, chouchoutez-le. Et puis Ouais, voilà, effectivement, merci beaucoup pour votre présence et pour avoir participé parce que c'est chouette de pouvoir avoir des questions pour rebondir aussi. Et puis aussi pour nous-mêmes nous remettre en question parce que des fois, ça fait évoquer oui, ça que je pourrais creuser davantage, ouais. etc. Donc, merci beaucoup pour votre participation active. Et puis, en commentaire pour le replay, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des petits messages. Et merci beaucoup Kelly pour ta participation aussi au podcast qui sortira la semaine prochaine à l'épisode. Et puis pour ton invitation sur le live, c'était très, très agréable de passer cette début de soirée en votre compagnie. C'est sûr, et puis c'est vrai qu'on pourrait parler des déséquilibres hormonaux pendant des heures, donc, mais en tout cas, voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée à tous, on va terminer le live, et puis passez une excellente soirée à tous, et surtout ne perdez pas courage si vous souffrez d'acné ou d'autres problèmes de santé, c'est toujours possible de trouver des solutions. Donc je vous dis à bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir.